Quel est le meilleur film de 2022? Je ne sais pas. En revanche, je peux vous dire lequel, moi, j'ai préféré. I'm singing in the rain, just singing in the rain. 2022 a été une énorme année cinéma pour moi, j'ai pu faire plein de choses et regarder énormément de films. Je suis allé entre 90 et 100 fois au cinéma, c'est pas assez, j'aurais préféré faire un peu plus. Par contre, j'ai regardé au total à peu près 320 longs métrages, et ça j'en suis plutôt content. Et du coup, il est l'heure de faire le bilan de cette année, quels sont les meilleurs films qui sont sortis en 2022. Dans cette vidéo, j'ai un peu envie de faire comme dans ma vidéo du récap de l'année 2020, qui est sortie il y a déjà 2 ans. C'est-à-dire vous parler d'abord des meilleurs films sortis en 2022 selon moi, et ensuite vous parler de 5 films que j'ai découverts en 2022, mais qui sont pas sortis en 2022, donc mes 5 découvertes personnelles préférées de 2022, pour pouvoir du coup vous parler en même temps de films qui sont pas forcément sortis cette année. Je suis peut-être un petit peu trop éclairé, je sais pas, je baisse un peu, on verra, je suis pas sûr du cadre, je suis pas sûr des lumières, tout ça, mais ça va s'améliorer dans le temps, j'espère. Dans cette vidéo, d'abord, je vais vous faire un petit récap de personnellement mon année cinéma. Ensuite, je vais vous parler, on va faire le top des meilleurs films de 2022, mais ce sera pas un top 10. Enfin, en fait, j'ai un top 10, mais je suis pas sûr de la place 10 à la place 6. Je suis pas sûr en fait de l'ordre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de la 10e à la 6e place dans un ordre où on s'en fout. Ce sera juste, ces films sont dans le top 10. Ensuite, je vous parlerai de mes 5 films préférés. Ça, ils sont dans l'ordre, c'est clair, net, carré, précis. Et ensuite, je vous parlerai en plus de tout ça, de tous les films qui sont sortis cette année, qui sont pas dans mon top, mais que j'ai aimé, et du coup pour lesquels vous pourrez éventuellement aller jeter un coup d'œil si jamais ce que j'en dis rapidement dessus vous plaît. Et puis après ça, on parlera du coup des 5 films qui sont pas sortis en 2022, mais que j'ai adoré découvrir en 2022. Bref, 2022, ça a été une énorme année cinéma pour moi. Déjà, ça a commencé en février parce que je suis allé au Festival international du court-métrage à Clermont-Ferrand pendant une semaine, et j'ai pu voir un nombre extrêmement conséquent de courts-métrages, c'est-à-dire que le matin on se levait à 9 h et on terminait super tard et on regardait que des courts-métrages toute la journée. C'était un truc complètement fou, c'était un rythme hyper intense. On a vu des trucs pas très bien et on a vu des trucs absolument génialissimes, donc c'était vraiment une expérience folle. On était juste rempli de cinéma constamment. On passait constamment entre différentes émotions, c'était assez... du coup ça rendait le truc hyper intense, mais c'était super intéressant. Ensuite, il y a eu le festival de Cannes, auquel je suis allé. J'ai été invité, contacté par le festival pour pouvoir faire un peu un débrief des films. C'est absolument faux, j'y suis allé par moi-même, j'ai payé mon accréditation, j'ai payé le logement, j'ai payé les transports, voilà. Cannes en plus, c'est vraiment une ville qui coûte pas cher du tout, donc c'est génial. Non, ça a fait un peu mal, ça a fait un peu mal au porte-monnaie, mais par contre, c'est vraiment... c'était un petit rêve qui s'est exaucé cette année. C'était assez génial, j'ai pu voir pas mal de films, et surtout, c'est vraiment une ambiance hyper spéciale. Je suis pas fan de la ville, c'est la première fois que j'y allais, mais par contre, juste... Il y avait un grand soleil, tout le monde était trop BG, trop sympa. C'était juste une vraie ambiance de cinéma. Je vais y retourner cette année et je vais essayer de faire les choses un peu mieux, de éventuellement vous parler des films que je vois, etc. Parce que là, en fait, j'ai pas du tout parlé des films que j'ai vus à Cannes, nulle part, même pas sur Instagram. Je vais essayer d'y remédier cette année. En plus de ça, j'ai pu rencontrer quelques personnes que j'adore et que j'admire. Bon, encore une fois, c'était pas du tout dans des cadres d'invitation ou quoi, c'est juste, il y avait une séance, ils étaient là, j'ai payé ma place, quoi. J'ai pu rencontrer Jean-Pierre Jeunet, qui a réalisé Amélie Poulain, qui est mon film préféré avec Alien. D'ailleurs, elle est juste là. Waouh, c'est tellement dur de... Vous l'avez vu. Jean-Pierre Jeunet qui a réalisé Amélie Poulain, qui a aussi réalisé Alien 4, qui est un film complètement ouf, La Cité des Enfants Perdus, Délicatessen, etc. C'était une projection d'Alien 4, il avait ramené sa copie personnelle d'Alien 4 en 35 mm qui nous a projeté du coup, donc le vrai film de l'époque exactement comme il était quand il est sorti. Il a pu nous raconter plein d'anecdotes dessus, etc. Moi je suis complètement fan des films Alien, complètement fan de ce film Alien, donc le voir avec le réal qui peut nous approfondir le sujet au max, nous raconter tout le déroulement, toute la production, tout le tournage, etc. C'était complètement ouf. J'ai pu aussi voir Roger Deakins pour une projection de l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Roger Deakins qui est un chef-op, donc le chef-op c'est celui qui crée l'image au cinéma, et du coup il avait filmé ce film, et il a aussi filmé notamment Blade Runner 2049, 1917, Spectre, non pas Spectre, Skyfall, Sicario et plein d'autres. C'est
mon chef-op préféré, ou en tout cas mon chef-op de cœur, celui qui m'a fait aimer ce métier et même le cinéma de manière plus générale. Donc le rencontrer, c'était complètement ouf. Il y a aussi une autre personne qui est hyper chère à mon cœur, que j'ai pu rencontrer pendant une séance. Je vais pas en parler parce que ce film est dans le top 5. C'est James Cameron, pas du tout. Mais du coup, j'en parlerai quand on fera le top 5. Et du coup, en plus de ça, j'ai pu personnellement regarder énormément de films, approfondir ma culture au maximum. C'était juste du kiff en fait. Bon, il y a eu quelques trucs un peu foireux, notamment Jurassic World 3 d'ailleurs. Je fais pas de flop de l'année parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais par contre Jurassic World 3, ça c'était bien de la merde, bien de la merde. Donc s'il y a un flop 2022, c'est ce film. C'est extrêmement décevant, tout est nul, tout est moche, tout est raté, alors que le 1 c'était un bon divertissement, le 2 c'était vraiment presque un très bon film je trouve, mais là c'est complètement raté. Après cette année ça a été que du kiff, en plus j'ai pu de mon côté commencer un petit peu à tourner, à concrétiser un petit peu les choses. C'est vraiment génial, les choses commencent à se mettre en place. En termes de cinéma, 2022 c'était la meilleure année de ma vie. Bref, il est grand temps de parler des meilleurs films de 2022. Quels sont les meilleurs films de 2022 ? Avant ça, j'aimerais que vous me disiez, vous, quels sont vos films préférés de 2022 ou votre film préféré de 2022 ? Dites-les moi en commentaire. Partagez-moi tout ça, ça m'intéresserait vraiment de voir quels sont les films qui vous ont le plus marqué ou le film qui vous a le plus marqué cette année. Je vais peut-être encore baisser un petit peu ma lumière. Ça devient un peu sombre, je pense que la qualité d'image va baisser, mais c'est mieux que d'en avoir plein la tronche. Donc c'est parti, je vais regarder un petit peu ma liste du coup pour être sûr. Alors, petite précision, il n'y aura aucun spoil dans cette vidéo, ou s'il y en a, je suis même pas sûr qu'il y en ait, mais ce sera indiqué, je préviendrai évidemment. Donc on va commencer, du coup là je vais faire du top 10 au top 6, qui sont pas dans l'ordre. Par quoi est-ce que je vais commencer ? Ok. Je vais commencer par deux films que j'ai découverts récemment, parce qu'en fait ils sont sortis en décembre, je les ai vus en décembre. C'est deux films auxquels je ne m'attendais pas du tout, j'y suis allé en ne sachant rien des deux films, et pourtant les deux m'ont claqué la tronche, hein, clairement on peut le dire. Le premier c'est Falcon Lake. Falcon Lake, c'était une expérience complètement ouf, un truc que j'avais jamais vu. Pourtant c'est tellement simple comme pitch, comme histoire, mais tout est tellement bien amené, tout est tellement bien raconté, c'est tellement touchant. Rapidement, Falcon Lake, c'est l'histoire on suit un jeune d'à peu près, je crois qu'il a 15-16 ans, non. Je crois qu'il a 13-14 ans. Et il est en vacances avec sa famille, ouais, normal. Et il va rencontrer du coup la fille de pote de ses parents, qui elle a genre 3-4 ans de plus que lui, donc 16-17 je crois. Et ça va juste être leur rencontre. Je me suis reconnu dans ce petit garçon d'une manière mais tellement forte, ça m'a vraiment... J'ai été happé par le film tout le long, je pouvais pas en décrocher. Le film traite tellement bien de l'adolescence, avec d'un côté un personnage au début de son adolescence qui rêve d'être plus grand, et une autre qui l'a déjà entamé et qui aimerait rester à cet âge-là en fait, ne pas grandir. Et cette relation, ça raconte tellement de choses sur l'enfance, ça permet à la réalisatrice d'aborder l'enfance sous plein d'aspects en fait. Et puis les images sont magnifiques, les cadres sont vraiment travaillés, vraiment beaux, la réalisatrice elle arrive vraiment à capter des moments de vie hyper sincères, hyper intenses, c'est complètement ouf. Et puis la fin, elle est, je vais rien dire sur ce qu'on ressent à la fin du film, mais juste c'est très très fort de cinématographiquement, juste dans l'histoire, tout ça, et c'est très très fort émotionnellement, c'est vraiment extrêmement bien joué, extrêmement passionnant, et ça a sublimé le film, je trouve. C'était une expérience complètement ouf, Falcon Lake. L'autre film comme ça, qui est sorti de nulle part, que je voyais pas du tout venir, et qui m'a mis par terre, qui m'a plaqué, qui m'a vraiment dit mais regarde comme je suis parfait, c'est Les 8 montagnes. Non preoccuparti per me. Questa montagna non mi ha mai fatto male. Les 8 montagnes, ça raconte l'histoire de deux amis qui se sont rencontrés à la montagne, pareil, un peu comme à la même manière que Falcon Lake. D'ailleurs, je viens de voir un peu le lien entre les deux films. Bah, c'est des parents qui vont en vacances à la montagne avec leur enfant, et du coup, leur enfant se fait un pote à la montagne. Et du coup, en fait, on va suivre ces deux personnages sur 20 ans, et du coup, on va suivre leur relation, etc., et leur lien à la montagne avec
Enfin bref, j'en dis pas trop, mais vous avez l'idée. Je pense que le point principal qui a fait que j'ai adoré ce film, c'est que je ne me sens jamais aussi bien que quand je suis à la montagne. C'est vraiment le paradis sur Terre pour moi. C'est l'endroit que je trouve le plus beau au monde, l'endroit où je me sens le mieux, l'endroit où juste je suis le plus heureux, quoi. Du coup, c'était juste des jours à la montagne pendant 2h30. Moi, ça m'a suffi, en fait. Et puis, en plus de ça, j'ai adoré, mais en fait je comprends le lien avec Falcon Lake et pourquoi est-ce que je les associe. On parle aussi de deux personnages assez similaires qui ont le même âge, tout ça, mais qui ont deux points de vue différents sur les choses, parce qu'en fait il y en a un qui est né à la montagne et du coup la montagne pour lui c'est normal, c'est sa vie, c'est plus quelque chose d'extraordinaire, alors que l'autre personnage, lui, il allait en vacances à la montagne. Et du coup, la montagne, pour lui, ça reste cet endroit d'échappatoire, vous voyez, cet endroit où il peut être libre, enfin bref, vous voyez. Et du coup, ça crée doucement une petite différence entre ces personnages qui est extrêmement bien développée. C'est pas le cœur du film, je vous rassure. Enfin, je veux dire, je suis pas en train de vous spoiler tout le film. Le développement des personnages est complètement ouf, hyper approfondi, parce qu'en plus, ça se passe sur des années, donc c'est dur de réussir à faire ça. Et pourtant, c'est tellement, mais tellement réussi. C'est que des thèmes qui m'ont complètement chopé. J'ai trouvé les deux personnages passionnants et hyper intéressants et hyper généreux dans la complexité de ce qu'ils étaient, mais malgré leurs défauts et grâce aussi à leur superbe qualité. C'est magnifique. Le film dure 2h30, c'est assez long, et pourtant, moi, c'est vraiment dans les dernières 30 minutes que je me suis le plus éclaté, et le film aurait pu continuer encore et encore. J'en aurais mangé encore et encore pendant des heures, tellement juste les voir évoluer, les voir vivre, les voir se questionner, tout ça, au milieu de ces montagnes et de ces paysages sublimissimes, moi, ça m'a complètement embarqué à 100%. Je sais pas comment finir cette phrase. Bref, du coup, Falcon Lake et Les 8 montagnes, c'est les deux films que j'attendais absolument pas et qui se retrouvent pourtant dans mon top 10 de mes films préférés de 2022. Ok, du coup, pareil dans les films de la place 10 à la place 6, que je sais pas comment classer, il y en a un que je savais que ça allait un peu me plaire. Je l'attendais un petit peu, pas plus que ça. Et en le voyant, en fait, j'étais un peu en mode ok, c'est sympa. Le film m'a pas tant fait d'effet que ça sur le moment. Et en fait, je me suis rendu compte que les jours qui suivaient, le film restait en moi. Il continuait à m'habiter. Et en fait, du coup, le film est passé dans mon top 10 de 2022. Je sais pas si c'est vraiment dans mes 10 films préférés de 2022, mais j'avais envie d'en parler. C'est Les Banshees d'Inisherin. Let's just call it quits. We won't call it quits. We'll call it the start. J'ai pas grand chose à dire sur le film parce que même le film en lui-même, il n'y a pas énormément de contenu. C'est tout simplement l'histoire de deux potes sur une petite île en Écosse, une île fictive. Et puis un matin, il y a un des deux potes qui parle plus à l'autre. L'autre va le voir et lui demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et lui il dit je t'aime plus. Donc c'est en fait une rupture amicale. Je pense que ce qui fait que ce film se retrouve aussi haut dans mon top de l'année, c'est parce que Colin Farrell, tout simplement. S'il gagne l'Oscar, je comprendrais, parce que c'est complètement ouf. Et l'autre aussi, je suis désolé, j'ai pas son nom, je sais juste qu'il jouait dans Harry Potter, Brendan Gleeson, je sais pas du tout comment on prononce. Ce duo est d'une il y a un je sais pas comment dire, un prisme, enfin je veux dire une quantité d'émotions, une quantité de jeux, je sais pas comment dire, en eux c'est complètement ouf, mais surtout Colin Farrell. Il y a des moments où il y a juste des plans sur son visage et juste il essaye de comprendre, il n'y arrive pas, et son visage il passe par toutes les émotions. You do like me. C'est une performance complètement ouf qui colle complètement au thème. En plus de ça, ça permet au film d'aborder pas mal de sujets, et surtout ça se passe dans un lieu complètement ouf qui est magnifique. On a des plans sur des paysages qui sont sublimissimes. Bref, Les Banshees d'Inisherin, j'ai adoré. Colin Farrell m'a complètement eu. Colin Farrell d'ailleurs qui a fait une grosse année. Il a notamment fait en 2022 After Young, qui était un film de science-fiction, drame familial hyper intéressant. Et il a aussi fait
le pingouin dans The Batman, c'est 3 performances mais hyper différentes. The Batman, il joue un mafieux hyper expressif, sorti tout droit d'un comics. Dans After Yang, il joue un père de famille hyper calme, tout romanté, etc. Et là, dans les Banshees d'Inisherin, il joue un mec un peu simplet, qui se demande qu'est-ce qui se passe et qui essaye de comprendre mais qui arrive pas et qui va finir par tomber dans... Vous le découvrirez en voyant le film. Bref, il est temps de passer à un autre film de cette partie du classement. Là, c'est un film qui va sûrement faire débat. On va sûrement se désabonner de la chaîne ou mettre un petit pouce rouge, ce que je comprendrais. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aime bien Michael Bay. J'aime bien Michael Bay, même si je lui reproche pareil que tout ce qu'on peut lui reprocher, à savoir la place assez importante, par exemple, des États-Unis ou de l'armée américaine dans ses films. Même si, quand on regarde en détail ses films, c'est plus... approfondi que ça, il y a un regard assez intéressant dessus. Mais ouais, sinon Michael Bay, il fait aussi pas mal de blagues assez lourdes et il peut être surtout assez sexiste, surtout dans la manière de filmer ses personnages féminins. En l'occurrence, cinématographiquement, c'est un des meilleurs metteurs en scène qui existe techniquement. Il fait des films d'action comme personne n'en fait, c'est ahurissant. Et c'est pour ça que se retrouve dans mon top cette année le dernier film de Michael Bay, à savoir Ambulance. You get your helos out of here now! I'm gonna get you back home, little brother. I'm gonna get everybody home. Pareil, Ambulance, je vais pas en parler beaucoup parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste que c'est une expérience de cinéma complètement démente. C'est tellement intense, c'est tellement dingue. Ambulance, c'est simplement des braqueurs qui font un braquage et qui s'enfuient avec une voiture de SAMU, une voiture d'urgence, vous voyez. Et dans cette voiture, en fait, il y avait un policier qui s'est pris une balle. Et du coup, il se retrouve dans une course-poursuite au cœur de Los Angeles avec un policier qui vont essayer de sauver parce qu'en plus, ils ont une otage, enfin bref, dans leur voiture. Et du coup, c'est assez simple. Je crois que c'est un remake d'un film de je sais plus quel pays. Mais c'est du coup un postulat assez simple. C'est un braquage, voilà, c'est une course-poursuite. Mais c'est d'une intensité et c'est filmé d'une manière, mais personne ne fait ça. Il a utilisé des drones FPV. Je crois que c'est la première fois qu'on l'utilise vraiment au cinéma. FPV stands for First Person View. So we wear a set of goggles on our face, and when I'm flying the drone, I'm actually flying with a VR headset, and I'm able to see exactly what the drone sees in real time. Ça nous propose des plans, mais qui n'existaient pas en fait, qui n'existaient pas, des trucs qui passent sous les voitures, qui frôlent les immeubles pour revenir sur les voitures. C'est des trucs, mais tu les regardes et t'es en mode mais what the fuck. En plus, Michael Bay, ce qui est super bien, c'est qu'il a un rapport au cinéma hyper... il est au corps à corps avec ce qu'il filme, et tout est réaliste en fait. Toutes les explosions, toutes les cascades, elles sont complètement ouf. Il y a très très peu de choses en 3D, ou alors quand il y a de la 3D, quand il y a des effets spéciaux, c'est souvent pour rajouter des voitures par exemple autour pour que ce soit plus réaliste, plus crédible, mais généralement tout ce qui passe au premier plan est vrai. Et du coup son cinéma il est hyper organique, il est hyper vivant, hyper intense, et c'est complètement dément, et ça n'existe pas ailleurs en fait. Et en plus de ça, il y a aussi il y a pour une fois dans un film de Michael Bay un peu presque un regard critique justement sur les États-Unis. Et du coup j'ai trouvé ce Ambulance hyper intéressant, avec énormément de choses à en tirer visuellement, avec un Jake Gyllenhaal complètement ouf, et il arrive à jouer un mec qui est complètement ouf. C'est je sais pas si mes phrases sont claires. C'est dément, c'est hyper intense, c'est hyper rare, je tombe de ma chaise, hyper précieux comme cinéma. Ambulance, ça m'a bien claqué la tronche. On arrive au dernier film de ce top 10e place, 6e place, que je savais pas comment classer. C'est un film d'animation. J'adore les films d'animation, j'adore les films pour enfants de manière générale. Cars est un de mes films préférés que je regarde hyper régulièrement. Et ça tombe bien parce que le film d'animation dont on va parler, c'est un Pixar. C'est le nouveau Pixar de 2022. C'est Alerte Rouge. Toute ma vie, j'étais la gentille petite Maymay. Ouais, je me sens plutôt bien en panda. La pauvre chérie. Arrête, je t'en supplie. Alerte Rouge, qui est un film, comme d'habitude chez Pixar, époustouflant. C'est
rempli de détails visuellement, mais c'est oufissime. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes d'animation de ce genre-là. C'est jouissif et surtout, ce film-là en particulier, il est mais tellement touchant. C'est réalisé par Domi Ishii, je ne sais pas si je prononce bien son nom, sûrement pas, je suis désolé. Et en fait, elle nous raconte l'histoire d'une jeune pendant son adolescence, et ça se déroule au début des années 2000, je crois, et en fait, ce qui corrèle avec la période à laquelle, pendant laquelle a grandi la réalisatrice, et ça se sent dans le film, parce que ça se sent que c'est hyper personnel. Tout ce qui est raconté sur l'adolescence, c'est du jamais vu. C'est clairement du jamais vu dans un film Pixar. D'ailleurs, le film a beaucoup fait parler de lui parce que c'est la première fois qu'on voyait un personnage avoir ses règles, enfin que c'était mentionné que cette personne a ses règles, ce qui prouve déjà que le film a un propos et qui va aller à fond dedans, à savoir l'adolescence, le passage de l'enfance, adolescence à l'âge adulte. Enfin non, c'est plutôt le passage de l'enfance à l'adolescence justement, mais tout ce que ça implique, tous les changements, le rapport aux parents, etc. Et c'est illustré par du coup ces gros pandas qui sont super bien amenés dans le film, super cohérents, et la métaphore est géniale et marche super bien. Tous les personnages sont trop cool, toutes les héroïnes sont trop cool. J'ai tellement chialé à la fin du film, j'étais hyper mal. En plus pendant plusieurs moments à la fin, donc vraiment juste j'ai terminé le film mais dans un état pas possible. Ça m'a complètement eu. Le film fait clairement partie déjà de mes Pixar préférés, aux côtés de Lao, de Vice Versa. Zootopie, je suis pas sûr. Zootopie, je crois que c'est un Disney. Zootopie qui est un des meilleurs films d'animation de tous les temps également d'ailleurs. Bref, Alerte Rouge ou Turning Red en anglais. Yes. Alerte Rouge, c'est génial. Si vous avez un abonnement Disney+, parce que ce film n'est pas sorti au cinéma, merci Disney, on vous déteste. Bref, si vous avez un abonnement Disney+, foncez, regardez ce film directement. Que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, ce film est hyper intéressant, hyper intelligent, hyper instructif, hyper constructif, hyper approfondi, hyper original et hyper touchant. Donc c'est complètement ouf. Alerte Rouge, ça m'a complètement eu. Il est temps de passer au top 5. Quels sont mes 5 films préférés de 2022 ? Les 5 plus grosses claques, les 5 plus grosses expériences. Et je peux vous dire que ouais, les 5, c'était des expériences. À la 5e place, Everything, Everywhere, All at Once. Et non, c'est faux, ce film n'est pas dans mon top. Voilà, je pense que pas mal de gens devaient se dire ça. Mais le film est très très bien. Mais c'est pas dans mon top. À la 5e place, c'est 3000 ans à t'attendre. Make a wish! Save yourself! I have a wish. George Miller est un de mes réalisateurs préférés. Pourtant, j'ai pas vu beaucoup de ses films et il en a pas fait énormément. Il a fait, je sais plus comment ça s'appelle le film avec le cochon. Je vais vous mettre l'image ici. Ouais, ici. Il a fait aussi un film de sorcière assez connu. Et il a surtout fait Happy Feet 1 et 2. Happy Feet 1 qui est un film d'enfance que j'ai redécouvert en 2022 et qui est trop bien. C'est vraiment trop bien Happy Feet. C'est hyper écolo, c'est sublime d'animation, c'est hyper touchant, c'est hyper intelligent, c'est complètement ouf. Et il a surtout fait un film qui est mon 3e film préféré de tous les temps, qui est Mad Max Fury Road. Et il est aussi d'ailleurs l'auteur, le réalisateur des 3 premiers Mad Max. Donc le mec a fait tous les Mad Max. George Miller est complètement ouf. Le mec il a 70 piges, il nous a fait il y a 5 ans, 7 ans, 8 ans maintenant. Le temps passe vite. Mad Max Fury Road, qui était, j'en parle souvent de ce film je crois, mais c'est un des films les plus spectaculaires qui existent. C'est le film le plus spectaculaire qui existe je pense. C'est hyper écolo, hyper féministe, hyper anti-patriarcal, anticapitalisme. C'est une manière de voir l'action, de filmer l'action et de dérouler l'action comme personne ne le fait. Bref, cette année, il est revenu avec un film qui n'a pas du tout fonctionné, je crois. Personne n'en a parlé. Le film est passé assez inaperçu. 3000 ans à t'attendre, qui raconte l'histoire de Alicea Bini, qui est une... Oh là là, j'ai oublié son métier. C'est pas une... C'est une narratologue, donc elle étudie en fait la narration, elle étudie les histoires, les contes de toute l'humanité, de toutes les cultures, pour essayer de savoir en quelque sorte d'où viennent nos croyances,
et qu'est-ce qui est le lien en fait avec toutes les histoires de l'humanité. Bref, elle étudie les histoires, les contes, et un jour elle va faire une conférence à Istanbul, et puis elle tombe sur une lampe. Pas une lampe, c'est pas une lampe, c'est un petit pot. Bref, elle va rentrer chez elle, elle va nettoyer ce petit pot, elle va le casser, et du coup sort de l'objet un génie qui est pas un génie d'ailleurs, qui est un djinn, D-G-I-N-N, et du coup ce djinn va lui proposer 3 vœux, va lui dire voilà tu m'as libéré, voilà t'as 3 vœux à faire, et elle en fait, elle ne sait pas ce qu'elle souhaite. Et du coup le film va se dérouler, en même temps on va suivre cet échange entre le djinn et l'héroïne, et en même temps le djinn va raconter à l'héroïne, mais du coup nous on va le voir en image, son passé et les plusieurs fois où il s'est retrouvé emprisonné dans une lampe. Je ne vous en dirai pas plus, j'en ai déjà trop dit en fait, c'était long comme résumé. C'est hyper touchant, ça raconte tellement de choses, c'est un film sur l'homme, c'est presque un film anthropologique. George Miller, il faut savoir que avant d'être réalisateur, il était médecin urgentiste en Australie, il est australien, et du coup lui il a un rapport hyper intéressant à la vie et à l'homme de manière générale, et il en parle énormément dans ses films, c'est quelque chose qui est hyper important pour lui, et là c'est développé mais d'une manière, c'est l'homme sous tous ses aspects, l'homme avec un grand H, c'est complètement tripant en fait. J'ai rarement vécu ça dans une salle de cinéma, une expérience aussi intense qui m'atteint physiquement en fait, c'était physique quoi, j'étais crispé, j'étais vraiment waouh. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, qu'est-ce que tu me racontes? C'est magnifique, raconte-moi, encore. C'est que des idées visuelles hyper originales à chaque instant. C'est des délires d'animation, d'effets spéciaux, de montage qui sont, mais encore une fois, hyper intenses. Hein. Le duo principal, incarné par Tilda Swinton et Idris Elba, fonctionne parfaitement. Idris Elba est parfait pour ce rôle, et Tilda Swinton ne déçoit jamais. Hein. Je trouve ça super triste que le film n'ait pas fonctionné, parce que c'est un film qui pourrait fonctionner. Ceux qui l'ont vu, dites-moi, qu'est-ce que vous avez ressenti devant le film? Est-ce que c'était facile de le voir? Qu'est-ce que vous avez aimé? Bref, en tout cas, c'est hyper rare ce genre de film. Ça n'existe pas ailleurs que dans le cinéma de George Miller. Bref, en tout cas, 3000 ans à t'attendre, c'était surtout une expérience physique. C'était un truc qui m'a rarement mis dans un état pareil. C'est sublimissime, c'est hyper touchant, c'est hyper bien raconté, c'est hyper bien narré tout du long. Et puis il y a des passages, moi, qui m'ont complètement cassé la gueule, notamment le passage avec celle qui est une inventeuse. C'est à voir, c'est absolument à voir. Voilà, j'avais pas énormément de choses à dire sur ce film, mais encore une fois, c'est parce que c'était juste un ressenti. Il est temps de passer à la 4e place. Et là c'est compliqué. Au début de l'année 2022, je ne l'attendais absolument pas, alors que ça faisait pas mal de temps que les gens l'attendaient. Moi je m'en foutais un peu parce que j'aimais pas trop le premier volet. J'ai remis le premier volet, ça m'a un peu j'avais toujours les mêmes défauts, mais en fait c'était je m'étais fait embarquer dans l'univers finalement. Et puis j'ai commencé à attendre le 2, à bien l'attendre, et puis je suis allé le voir en IMAX 3D et j'ai pris la claque d'une vie. C'est Avatar 2. This family. Our fortress. Je vais commencer par les défauts du film parce qu'il y en a énormément et il faut en parler. Comme pour le premier volet, James Cameron est raciste, c'est quand même un terme assez fort, mais c'est pas hyper cool et pas hyper ok ce qu'il fait dans ses films Avatar, parce que au travers des Na'vi, qui sont du coup soi-disant une espèce inventée, vous voyez, qui vient d'une planète complètement loin de la Terre, et bien pourtant les Na'vi, ils reprennent tous les clichés en fait des sociétés pas occidentales, notamment les sociétés amérindiennes, les sociétés d'Indonésie, les sociétés d'Amérique du Sud. Le film reprend tous les plus gros clichés de toutes ces sociétés, à savoir par exemple le fait que ce sont des personnages forcément bons, en lien avec la nature, avec les animaux. Bref, il reprend énormément de clichés qui, déjà de base, les clichés c'est pas cool, parce que même si ce sont des clichés qu'on pourrait considérer comme positifs, parce que c'est pas négatif de dire ça de ces gens, c'est juste que ce sont des clichés, et c'est pas ok, en fait, d'alimenter ces stéréotypes, surtout que c'est vraiment pour en faire une unité, vous voyez, c'est vraiment les occidentaux, les américains, etc. qui arrivent face au reste du monde, c'est un peu ça Avatar, ce qui est vraiment bizarre comme démarche. En plus de ça, à ces personnages, du coup les Na'vi,
il leur donne un modèle de sociétal occidental, ce qui n'a aucun sens, notamment au niveau de la famille, etc., ce qui est hyper étrange. Je pense pas que ce soit une vision mauvaise, tout ça, au contraire, je pense qu'il pensait bien faire, c'est juste que, en fait, il s'est pas assez renseigné. C'est un peu problématique, en 2022, de faire ça, de continuer d'alimenter ces clichés, pour en plus les occidentaliser, je sais pas si c'est le bon terme. Je trouve ça assez problématique, et pas mal de gens trouvent ça problématique. C'était aussi de toute façon les problèmes du premier volet, hein. Et le truc c'est qu'il y a 13 ans qui se sont écoulés entre les deux, et c'est la même chose. Alors que pourtant on les a beaucoup entendus ces critiques pour le premier volet. Donc c'est un peu... je comprends pas la démarche, je comprends pas. En plus de ça, le film est assez sexiste, mais je pense que c'est du sexisme ordinaire, parce que même s'il y a quand même une volonté de mettre des personnages forts féminins, en plus avec quelques punchlines assez clair, comme par exemple une des filles du héros qui dit à un moment à un humain ouais pervers, après que lui il ait fait une remarque. Enfin, le film essaye d'être féministe ou en tout cas pas sexiste, mais ça marche pas du tout parce que les personnages féminins sont assez clichés, hein. Ce sont voilà, c'est les femmes, c'est les mères, elles sont gentilles, elles apaisent, machin, même si encore une fois il y a des moments où non, mais dans la majeure partie du temps c'est ça. Là où les mecs, même s'ils peuvent à des moments s'effacer, c'est eux qui mènent la bataille, c'est eux qui vont en guerre, etc. Et puis en fait là où le film m'a vraiment dérangé là-dessus, c'est que du coup ça efface totalement le personnage de Neytiri, qui était complètement démente dans le premier film, qui était limite le gros point fort du premier film, et là juste ça devient une mère qui juste s'occupe de ses enfants, qui se fait pas écouter par son mari. Elle vit dans l'ombre de Jake Sully en fait dans le 2 Neytiri. C'est complètement triste parce que le personnage est complètement ouf. C'est dommage, je comprends pas la démarche. Peut-être qu'il y avait trop de personnages et qu'il a pas su gérer James Cameron. En plus, ce qui est un peu con, c'est que James Cameron, il est quand même à l'origine de Alien 2. Alien 2 qui est une des plus grosses figures féministes au cinéma. C'est-à-dire, c'est littéralement Sigourney Weaver, Ellen Ripley qui pète la gueule d'aliens et de militaires machos, etc. From her, you bitch! Mais là, c'est un peu un retour en arrière en fait. Avatar 2, c'est un film qui est pas du tout adapté à son époque. Je comprends pas trop. Peut-être que James Cameron est vieux. Et encore une fois, je pense pas que y a rien de volontairement négatif dans tout ça. Vous voyez, c'est plus que c'est juste une question de... Il s'est pas assez renseigné et du coup, c'est par conséquence, ça a fait du racisme et du sexisme ordinaire qui n'aurait pas eu lieu avec un peu de recherche. Ah oui, d'ailleurs, dans les défauts, il y a encore aussi ce côté... J'aime pas ce lien qu'il a James Cameron dans les Avatars, avec ce lien avec les animaux qui tend à anthropomorphiser les animaux, vous voyez, à leur donner des comportements humains, notamment avec cette baleine dans le 2 qui... Ça n'a aucun sens, ça n'existe pas. Après oui, c'est un monde fictif, sauf que si ce monde était si fictif que ça, pourquoi est-ce que les animaux ressemblent quand même à ceux qui existent sur Terre dans l'idée, et pourquoi est-ce que les personnages, les Na'vi, ressemblent autant à certaines cultures sur Terre? Vous voyez, c'est qu'il y a un moment, le curseur, il y a des moments où ça bug en fait dans Avatar. Mais le film est quand même à la 4ème position parce que, pas de suspense, hein, c'est la plus belle chose que j'ai pu voir de ma vie. C'est complètement ouf. C'est complètement ouf. Toutes les images sont complètement ouf. Chaque instant, ça n'a aucun sens, un film pareil. Ça n'a aucun sens. C'est complètement ouf. Et le complètement ouf est tellement complètement ouf que il arrive à mettre le film à la 4ème place malgré tous les défauts que je trouve au film. En tout cas, visuellement, c'est complètement dément. L'idée du HFR, donc l'idée d'augmenter le nombre d'images par seconde des films, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les films au monde, tous, sans exception, sont tournés à 24 images par seconde. Bon là, ça va juste être des notions techniques, mais en gros, un film, c'est... une succession d'images hyper rapides, et quand on voit une image et qu'elle disparaît, elle reste encore une microseconde dans notre esprit, et du coup quand on en aligne plusieurs très très vite, et ça crée une illusion de mouvement. C'est ce qu'on appelle la persistance rétinienne. Et du coup en fait les films, un jour, il fallait trouver un nombre d'images par seconde pareil pour tous les films, pour que tous puissent être bien synchro, notamment avec le son, etc., que ça change pas, bref, que les films soient tous tournés de la même manière pendant tout le tournage. Et du coup on a décidé que ce serait 24 images par seconde, et du coup depuis 100 ans, tous les films sont à 24 images par seconde. Sauf qu'il y a des petits filous qui se disent, en fait ça serait peut-être intéressant d'augmenter le nombre d'images par seconde, surtout que dans le gaming, dans les jeux vidéo qui prennent de plus en plus de place, jouer un jeu en 24 images par seconde, c'est complètement impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les jeux vidéo, c'est 60 images par seconde pour être bien, et 120 images par seconde pour vraiment kiffer quoi. Donc 120 images par seconde,
C'est énorme comparé aux 24 du cinéma. Et du coup, il y en a qui prennent des risques, notamment Peter Jackson avec la trilogie du Hobbit, qui avait tourné les films intégralement en 48 images par seconde. Il s'était fait démonter. Parce que le problème des 48 images par seconde, c'est que le positif, c'est que vu qu'il y a plus d'images, et pendant les séquences d'action, de mouvement, etc., c'est beaucoup plus clair. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus clair. Et du coup, on peut vite voir que c'est faux, que ce sont des décors, etc. Enfin bref, et surtout, on n'est pas habitué. Et en fait, du coup, le public a pas du tout été réceptif à ça. Et du coup, Peter Jackson, il a fait ses Hobbits en 48 images par seconde, et ça a tellement pas marché que plus personne ne le fait. James Cameron a décidé de le faire partiellement dans Avatar 2. C'est-à-dire qu'il y a des séquences qui sont en 48 images par seconde, et il y a des séquences qui sont en 24 images par seconde. C'est pour ça d'ailleurs qu'à des moments, vous avez pu vous dire waouh, c'est bizarre, j'ai l'impression que l'image elle lag, elle est bizarre, ça se ralentit, mais en même temps c'est la même vitesse, enfin c'est bizarre, il y a un effet bizarre, c'est ça. Mais en l'occurrence, c'est je parle trop et trop vite, je vais faire une crise cardiaque. Fou, je me pose. Et du coup, ces 48 images par seconde dans Avatar 2, elles sont hyper justifiées parce que du coup, ça crée des moments où c'est juste, on n'a jamais rien vu d'aussi beau et aussi bien filmé et aussi bien montré. C'est-à-dire que tout est mis en œuvre pour que quand on voit des gens sur des monstres de l'eau faire des sauts au-dessus des vagues, etc., et qu'il y a de l'eau qui vole de partout et tout, on est juste en mode mais what the fuck, on n'a jamais rien vu d'aussi beau. Avatar 2, dans le genre, on n'a jamais rien vu d'aussi beau. Mais les images ne font pas un film. C'est ce que me dit beaucoup mon père, parce que mon père n'aime pas du tout Avatar. J'avais réussi à aimer le 1 malgré tous les défauts et l'histoire inexistante, parce que le 1, il y a quand même très très peu d'histoire, c'est vraiment juste une présentation de monde, tout ça, mais en fait c'est tellement beau, c'est tellement jouissif qu'il y a des moments où juste c'est ok en fait qu'il n'y ait pas forcément d'histoire et qu'on se fasse juste emporter. D'ailleurs, c'est la volonté de James Cameron qui avait dit dans une interview que par exemple dans le 1, la séquence où il y a plusieurs séquences, notamment une avec les dragons quand ils volent avec et tout, qui n'ont pas de sens dans l'histoire de la narration, et il avait dû se battre à l'époque avec les producteurs pour les laisser dans le film, parce que lui il disait ok, ça n'apporte rien à la narration, mais ça apporte à l'univers et tout machin, et juste c'est beau en fait, et il faut accepter des fois de juste vivre les choses physiquement et de juste kiffer le truc sans forcément que ça ait de sens. C'était sa démarche. Et du coup, ça avait suffi à me faire kiffer le 1. Et dans le 2, je trouve qu'il y a une histoire qui commence à se créer. Ça commence à être intéressant parce qu'il y a plein de personnages, tous développés d'une manière différente. Il y a plein d'arcs narratifs qui commencent à se créer, ce qui est génial, ce qui est hyper divertissant et ce qui annonce des trucs géniaux pour la suite. Et du coup, vraiment, dans ce 2, j'ai surkiffé tous les personnages, en fait, sauf Neytiri, qui s'est fait un peu effacer, et Jake Sully, qui est un énorme connard. Donc en fait, les deux personnages principaux ne sont plus intéressants dans Avatar 2. C'est dommage. Mais par contre, tous leurs enfants, le petit pour pas spoiler, comment dire, Spider, pour ceux qui ont vu le film, lui je trouve son développement hyper intéressant, il y a une séquence complètement ouf à la fin, et tous les autres personnages, celle qui est adoptée, je la trouve hyper intéressante, hyper passionnante. Les deux grands frères, la petite, bon elle est jeune, on n'a pas pu beaucoup à développer. Tous ces arcs narratifs différents, ça permet de parler plein de choses, ça rend le film hyper riche, et du coup en plus d'avoir des images complètement ouf, on a du sens cette fois. Ça sert un propos, ça sert à nourrir et construire des personnages, même quand c'est juste beau, ça sert à raconter des choses sur les personnages. Et j'ai trouvé ça assez passionnant. Et du coup, Avatar 2, je me suis pas ennuyé malgré les 3h10. Et j'étais en admiration totale pendant tout le film. J'ai chialé à plein de moments de juste, c'est tellement beau, je lâche une larme de waouh quoi. Donc voilà, Avatar 2, c'est mon 4e film préféré de l'année. Malgré tous les énormes défauts qu'il faut répéter et que j'espère ça changera. Je crois que James Cameron a dit un petit mot sur ça, il a dit que dans le 3, la nouvelle culture qu'on verra, le nouveau groupe, qui sera cette fois un groupe autour du feu normalement, parce que dans le 1 on a eu la forêt, dans le 2 on a eu l'eau, dans le 3 ce sera le feu, il a dit qu'il serait beaucoup plus nuancé, etc. Et du coup à voir s'il arrive à résoudre un petit peu ces petits gros problèmes des deux premiers films. En l'occurrence, voilà, Avatar 2, 4ème place de l'année, parce que j'ai jamais rien vu d'aussi beau de ma vie. Salut, c'est le Isaac du montage. Juste 2 secondes, en complément de la critique sur Avatar, je vous conseille d'aller voir 2 vidéos. Je vous mets les liens en description. Il y en a une où on voit rapidement le making-of des scènes d'Avatar dans l'eau. For the water sequences in this movie, we had to figure out how to make some of these creatures fly underwater. Et une autre où la personne nous parle rapidement du film au travers de sa modélisation 3D de l'eau, en nous expliquant à quel point le film est complètement en avance sur son temps sur ce point, et à quel point ça va changer énormément de choses pour l'avenir de ce genre de cinéma. What's crazy to realize is they not only had to be ahead of the curve while they were filming, but also 7 years down the line, meaning right now. Because once you've solved the problem of fake CGI water, you never have to solve it again.
Troisième place, au début de la vidéo, je vous ai dit que cette année, j'avais pu rencontrer, via des séances cinéma, plusieurs cinéastes, dont un, dont je dis que je vous parlerai pendant le top, et ben on y est. Il a fait, c'est un des plus gros réalisateurs mexicains de l'histoire, je pense. Il a fait notamment The Revenant avec DiCaprio, qui est le seul Oscar de DiCaprio, et il a fait un de mes films préférés, Birdman. Donc savoir que j'allais le rencontrer, ça m'a rendu complètement ouf, surtout que c'était pour présenter son nouveau film, qui est sorti exclusivement sur Netflix, ce qui est un peu chiant. Un peu chiant parce que c'était vraiment un film à vivre en salle, donc je suis très content d'avoir pu le voir en salle. Donc ce réalisateur, c'est Alejandro González Iñárritu, et ce film, c'est Bardo, fausse chronique de quelques vérités. Pensamos que somos de varios lados, pero en realidad no somos de ninguna parte. À la troisième place, du coup, on se retrouve... Je vais voir si je peux pas baisser encore un peu la lumière. Je suis sûr que c'est... Non, peut-être un peu... Je sais pas si la tête ça va, je sais pas, de toute façon on s'en fout. Bardo, ça raconte l'histoire, je vais vous dire le pitch de Google que je trouve assez efficace. Un journaliste mexicain réputé retourne dans son pays natal, il va être confronté à ses origines, sa famille, ainsi qu'à la réalité actuelle de son pays. Mais en fait, c'est pas si important. Parce qu'en fait, le film, c'est surtout une expérience de cinéma. C'est beaucoup ça d'ailleurs, hein, les films de ce classement, c'est beaucoup des expériences de cinéma. Il nous l'avait dit, hein, d'ailleurs, quand il était là, il avait dit ce film, c'est un film où en fait, ce film, c'est comme un rêve. C'est un film où il se passe énormément de choses, c'est un film hyper riche. Ces choses n'ont pas forcément de sens, mais elles sont là. Et il faut les vivre en fait. Et en plus, ça parle de plein de choses différentes. Déjà, le réalisateur, il est mexicain, il est très attaché à son pays, donc ça parle beaucoup du Mexique. De la situation avec les États-Unis, de l'immigration. Il parle aussi d'ailleurs du lien affectif un peu hypocrite et illusoire que peuvent avoir certaines personnes qui sont parties du pays, etc. C'est assez précis, mais c'est le cas du personnage principal. Mais le film, il parle beaucoup aussi de l'humain, des rapports familiaux, de la politique, du capitalisme, de vers quoi notre société se dirige, tout en n'ayant pas un propos boomer ou quoi, c'est juste un peu un constat des faits. Et du coup, oui, le film aussi est pas mal sur le journalisme, parce que le personnage principal, du coup, est journaliste. Et le film est assez méta. Il a beaucoup de recul sur lui-même, notamment au travers de ses personnages, et il se permet de s'autocritiquer, d'autocritiquer l'auteur du film. Mais surtout, ce qui est complètement ouf, c'est que le film n'est pas linéaire et il n'est pas normal. C'est pas un film normal. C'est pas un truc où tu vas le voir en disant on va me raconter une histoire. C'est littéralement une expérience de cinéma, mais pas dans le sens où genre comme 3000 ans à t'attendre, où ça peut être plein de choses visuellement intéressantes, tout ça. Non, là c'est vraiment, ça n'a pas de sens. C'est comme un rêve. Le film s'ouvre sur un point de vue, une vue subjective de quelqu'un, donc on comprend qu'on est les yeux de quelqu'un parce qu'on voit son ombre, on voit juste l'ombre de la personne et on voit ses bras, et la personne est au milieu d'un désert, et d'un seul coup, la personne se met à courir, du coup je rappelle, on est ses yeux, elle se met à courir dans le désert et elle fait un saut de plusieurs dizaines de mètres de haut et de long, ça n'a aucun sens. Et le film, c'est plein de trucs comme ça, plein de détails qui sont mais hyper tripants, et tout est mais sublimissime. J'adore ce réal pour sa manière de filmer les choses, souvent en grand angle, etc. En plus, là, c'est filmé par... je vais pas dire de conneries, je vais vérifier, mais normalement, c'est filmé par Darius Khondji. Oui, c'est filmé par Darius Khondji, qui est le chef-op notamment de Seven, Uncut Gems, plein de films de Fincher, mais surtout La Cité des Enfants Perdus de Jean-Pierre Jeunet et Alien 4 de Jean-Pierre Jeunet, donc qui est un chef-op que j'adore, j'aime énormément des films qu'il a fait. Il fait des images sublimes, et là, c'est que des compositions d'images, mais complètement ouf, au milieu d'événements qui n'ont aucun sens. Il y a des moments où il y a de l'eau qui monte, je sais pas pourquoi, dans un tramway, enfin c'est des trucs, ça n'a aucun sens, rien n'a de sens, et pourtant tout a énormément de sens. Le film raconte énormément de choses, le film est hyper intelligent, je trouve, le film est passionnant, hyper construit, souvent un peu drôle et à la fois hyper triste. Non, vraiment, Bardo, c'est peut-être mon expérience cinéma préférée de l'année. Bardo, c'est mon 3e film préféré de l'année. Je commence à ne plus avoir de voix. Ça fait 1h15 que je tourne en fait, c'est pas si long en plus. Bref, il est temps de passer à la 2e place de ce classement. La 2e place, c'est un film qui a été jusqu'à octobre-novembre, qui a été la 1re place, qui a été mon film préféré de l'année, qui a été détrôné, du coup ça on y viendra juste après. Du coup à la 2e place de ce classement, c'est un film pareil que je
n'attendais pas. J'y suis allé parce que voilà, je suis allé avec ma mère, on y allait à plusieurs, voilà, parce que c'était une sortie familiale, et je pense que ça a été le cas de beaucoup de gens, parce que c'est un film français. C'est un film qui m'a complètement retourné. C'est tout simplement le nouveau film de Cédric Klapisch, Encore. C'est cool, merci. Profite de toutes les vies que la vie pourra te donner. Aujourd'hui, je commence une nouvelle vie. C'est des rires immenses, c'est une chialade ahurissante de larmes, c'est une admiration totale des images, du propos, des musiques, des danses. C'est un film parfait, je trouve. C'est l'histoire d'une danseuse qui, au début du film, au moment de représentation, elle va voir que... non, je vous dis pas, elle va voir un truc qui la met un peu mal, et du coup pendant la représentation, vu qu'elle est un peu complètement en mode complètement voilà, elle se pète la cheville, presque, enfin elle se fait un truc assez chaud à la cheville qui va l'empêcher de danser pendant peut-être plusieurs années, et du coup elle va faire autre chose, et elle va essayer de se remettre encore en fait. Littéralement, voilà, d'où le titre du film. J'adore le propos qui est à quel point le psychisme est lié au physique et inversement, et à quel point quand on est mal dans notre peau, notre corps peut nous le faire comprendre. Le propos du film parle de ça, parle du lien qu'on a avec notre corps, avec notre état d'esprit. C'est un feel-good movie, mais complètement ouf. Il m'a complètement cassé la gueule. Du coup, notamment la photo qui est complètement ouf, complètement belle, qui arrive vraiment à sublimer tout ce qu'est le film. La participation aussi de Thomas Bangalter des Daft Punk, des Daft Punk, feu les Daft Punk, aux musiques du film, complètement soit drôle, soit touchant, soit intéressant. Je pense à François Civil qui m'a fait tellement rire. Je pense au personnage de Muriel Robin qui m'a fait chialer comme pas possible. Denis Podalides que j'adore évidemment. Pio Marmaille et son duo avec Souelia Yacoub qui est tellement drôle. En fait ces personnages on y croit tellement fort. Il est super réaliste dans sa description des personnages, et en fait avec ces personnages il arrive à nous parler de choses qui sont hyper sincères. Je l'ai vu 2 fois au cinéma et je l'ai revu récemment, et c'est un bonheur absolu, je ne m'ennuie pas une seule seconde. Je commence à le connaître par cœur, et pourtant c'est juste, en fait j'attends les scènes, vous voyez, genre je suis en mode oh putain, après c'est la scène de ça, j'ai trop hâte, tout me touche, tout me parle. Je trouve le film hyper intéressant dans toute sa manière de filmer les corps, de filmer les danseurs, les danseuses. Tout est sublime et parfait dans ce film. Ça a longtemps été mon film préféré de l'année, il est pas loin de l'être, c'est mon 2e film préféré de 2022, et clairement mon film français préféré de ces dernières années. Bref, en tout cas si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. Évidemment. Alors, avant de parler de la première place, j'aimerais quand même faire 5 petites mentions honorables. Donc des films qui ont frôlé d'être dans le classement, mais qui étaient pas de taille face aux 9 monstres dont je viens de vous parler, avec aussi le 10e monstre qui arrive. Les 5 petites mentions honorables, c'est, j'en parlais très rapidement, Asbestas, que j'ai vu au Festival de Cannes, qui était une expérience, c'est pas horrifique, mais qui s'en approche à certains moments, mais qui est un drame, mais tellement prenant, un thriller complètement ouf, passionnant sur ce qu'il raconte, hyper intelligent dans sa manière de filmer ce qui se passe. Ça m'a pris aux tripes comme pas possible. C'était mon premier film que j'ai vu à Cannes. Je suis arrivé au Festival de Cannes, j'étais complètement du père, je me suis vite changé, je suis vite allé sur les lieux, voilà, j'ai même pas eu le temps de découvrir. Un mec qui nous a fait vous voulez des places pour voir ce film? On a fait oui, je connaissais même pas la ville, je connaissais rien, j'étais à peine arrivé, ça faisait 1 heure que j'étais dans Cannes, et je rentre dans la salle et ce film commence, et ça m'a mis une bastos directement. Ensuite, petit film d'horreur quand même, La Abuela de Paco Plaza, qui est mon film d'horreur préféré de 2022, qui était complètement horrible. J'ai tellement flippé, j'étais tellement mal devant ce film, c'était tellement réussi. Si vous voulez flipper et voir un film d'horreur récent, regardez La Abuela. Vortex de Gaspard Noé, que j'ai vu 2 fois, et qui est un des trucs les plus déprimants qui existent. Le concept est tellement ouf, c'est juste la mort en fait, c'est juste la fin de vie, c'est la vieillesse. C'est horrible, c'est hyper bien raconté, c'est très très fort. C'est une expérience très très forte, Vortex. Il y a aussi 3 nuits par semaine qui m'a fait découvrir et me plonger dans l'univers du drag queen d'une manière hyper sincère, parce que le réalisateur d'ailleurs est une drag queen, donc il sait de quoi il parle, et du coup c'est particulièrement bien filmé, ce qui est important de filmer, c'est particulièrement bien raconté, ça parle
super bien du sujet, c'est hyper touchant, c'est hyper drôle. Je l'ai vu avec Sarah, coucou Sarah, une pote de fac entre deux cours. On était à donf toute la séance, on était juste tellement heureux, on se marrait, c'était vraiment une de mes meilleures séances cinéma de l'année. Et c'est un film génial. Et enfin, The Northman, dont je vous avais parlé sur la chaîne au début de l'année. The Northman, c'est magnifique, c'est hyper intelligent. J'ai beaucoup dit hyper intelligent d'ailleurs dans cette vidéo, je pense. Mais c'est complètement dément. The Northman, c'est dément. J'en ai fait une vidéo pour en parler en fait, donc j'ai pas besoin de détailler. Voilà, ça fait partie aussi de mes gros coups de cœur de l'année. Il est temps de passer à la première position. Je ne l'attendais pas. Enfin genre, je l'attendais énormément, mais j'attendais pas à ce qu'il me fasse cet effet. J'attendais beaucoup parce que je suis fan du réalisateur, qui avait notamment fait Roméo plus Juliette avec DiCaprio, que je trouve hyper imparfait, qui m'a pas énormément touché, pas énormément plu, mais que je trouve hyper intéressant dans son montage, dans sa manière de mettre à jour un truc aussi connu et reconnu. Il a aussi fait Gatsby Magnifique avec DiCaprio aussi, qui est un film absolument génialissime. C'est dément, Gatsby Magnifique. Et il avait aussi fait Moulin Rouge, qui est un de mes films préférés. Une des meilleures comédies musicales qui existent, je trouve, parmi toutes celles que j'ai pu voir, qui est un film absolument touchant, absolument déroutant, absolument épileptique, avec un montage qui on a 3 plans par seconde, enfin c'est complètement ouf. Moulin Rouge, c'est complètement ouf. Donc j'attendais beaucoup son nouveau film à ce réalisateur, et il est sorti cette année. Sauf que ça portait sur un personnage dont je m'en foutais en fait, le film. Donc j'y suis allé vraiment juste en me disant, ouais, je vais voir un film de Baz Luhrmann, qui est le réalisateur du coup. Le premier visionnage, vu que je découvrais le film et je découvrais le personnage, ça m'a un peu laissé perplexe. J'avais kiffé, mais c'était en mode, ok, c'était pas la claque que j'attendais. Je l'ai revu 2 fois depuis. C'est mon film préféré de l'année, mais sans aucune contestation, aucune hésitation. Et ce film, c'est... Now that's a winter wonderland. Mr. Binder, you and I are on the same page at last. Bring up the lights on the sign. Okay, yeah. Let's go. Yes, stop! Yes, stop! Turn about, turn about. It's gonna be a slow, got action on the outside. Turn around! Come on! We're lost in a cloud with too much rain. We're trapped in a world that's troubled with pain. But as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul and fly. En fait, au moment où je vous parle, par hasard, hein, parce que j'avais déjà prévu de tourner ma vidéo aujourd'hui, mais par hasard, en fait, en ce moment, UGC, il repasse des films de 2022, et du coup, je l'ai revu hier, Elvis. Donc, il est tout frais dans ma tête. Et je peux assurer à quel point c'est mon film préféré de l'année, mais c'est complètement ouf à quel point c'est mon film préféré de l'année, c'est lui, c'est Elvis. D'ailleurs, voilà. Non mais voilà, mon petit Blu-ray Elvis, parce que évidemment qu'il le fallait, pour moi évidemment. Elvis, c'est... Je sais même pas par où commencer. Elvis, c'est mettre en avant quelqu'un, mais d'une manière que ça n'a jamais été aussi bien fait. Toutes les séquences d'intro du film, ça me met en transe, mais directement. Tout est fou. Qu'est-ce qui est fou dans Elvis ? Le montage complètement original, complètement dynamique, complètement créatif. Qui nous plonge dans des moments, dans des séquences qui sont complètement hors du temps. Baz Luhrmann aussi, il maîtrise un truc que je surkiffe de manière générale dans les films, et lui il le fait de la meilleure des manières, c'est quand vous savez il y a une scène et d'un seul coup ça se met à ralentir, la musique ralentit, les plans sont de plus en plus lents et ça dit quelque chose, vous voyez, du regard des personnages, ça peut durer longtemps et tout, et puis ça repart, il n'y a que lui qui le maîtrise de cette manière. Now I don't know nothing about music. Tout est fou, le film est d'une créativité
constamment. Le film est d'une richesse, c'est fou, c'est fou. Elvis, c'est complètement fou. Je suis aussi complètement fan des musiques et des remixes qui ont été faits. Les musiques accompagnent tellement bien le film. Il y a des séquences, notamment la séquence où on voit Elvis jeune au début. His was music. Cette manière de filmer ce moment, ça m'a... C'est le premier truc qui m'a complètement plu dans le film la première fois que je l'ai vu. Et puis Elvis qui les regarde, juste, enfin tout ce que ça raconte. En fait, le film est tellement bon. C'est juste le plus bel hommage possible. Elvis, il peut être d'ailleurs un peu controversable, tout ça. Ce qui est légitime. Et d'ailleurs, ils en parlent dans le film. Hein. Le côté où il a écrit aucune chanson, il les a reprises de tout le monde. Le côté où s'il a marché, c'est parce qu'il faisait de la musique noire, et s'il a fonctionné, c'est parce qu'il était blanc. Le film parle pas mal d'ailleurs de ça, du racisme, de la place des noirs dans cette époque, qui était assez horrible. Hein, c'était la ségrégation, c'était vraiment on voit pas mal, je crois que c'est un sénateur qui a des discours assez horribles, hyper vénères, et qui est vraiment du coup contre Elvis, qui faisait de la musique noire alors qu'il était blanc, qui lui voyait ça comme un affront. Voilà, il était en mode voilà, ça y est, c'est le passage entre le pont entre ces deux cultures et tout, et il est en mode mais what the fuck et tout. Et Elvis, du coup, ça a été un peu la faille à ce moment-là. D'ailleurs, ça a beaucoup niqué Elvis dans sa carrière. Hein. C'est clair et net. Le film le montre pas mal. Enfin bref, le film en tout cas est assez engagé. Il parle beaucoup de ça d'une manière assez belle, je trouve. Et au-delà de ça, c'est aussi juste un bel hommage au personnage et je vais pas spoiler la conclusion du film, mais qui est juste trop belle et tellement touchante. En fait, c'est tellement touchant. Notamment en plus via le parti pris du film, qui est de nous raconter l'histoire d'Elvis au travers de son manager, hein, qui a été, je vais pas trop en dire, même si c'est un personnage qui existe, mais c'est cool, si on ne sait pas, de le découvrir pendant le film. Bref, en fait, là, je me suis complètement éparpillé, ma critique n'avait pas du tout construite ou quoi, c'est juste que, en fait, je repense au film et j'essaye de dire tout ce qui m'a plu, et il y a tellement de choses que je m'embrouille. C'est de loin, et ça me ferait chier que ça passe pas aux Oscars, mais c'est de loin pour moi la meilleure performance de l'année. Le travail fait par Austin Butler pour avoir cette voix, parce que d'ailleurs c'est lui qui chante dans le film les musiques d'Elvis, c'est pas Elvis qu'on entend, c'est Austin Butler, tous ces mouvements, tout ça, c'est complètement ouf ce travail. Et puis même quand il joue en lui-même, juste quand il parle, il est tellement convaincant. I'm a promoter. That is what I do. And I'm Elvis Presley. That's what I do. But the special was my idea. It was a tremendous hit. You're unhappy! I'm not! I don't need you to question me about how I support my family and every goddamn person here, you understand me? It's named after my beautiful daughter, and I'm gonna fly away. Yeah, you still have your claws on me. You still have me working here like a goddamn slave in a salt mine. You phony, no-good piece of trash. I'm gonna shoot you in your fat goddamn face. He takes everything from me. He takes 50% of everything that I'll make. And now he wants to take a home that we bought from Mama. You are fired. You are fired. You're fired. Tell me, dear, are you lonesome tonight? Il m'a tellement conquis, il est tellement BG, c'est ouf, c'est chiant, c'est pas cool Austin Butler de tout approprier comme ça là. Il est complètement dément, et Baz Luhrmann, il a une manière de le filmer qui est c'est tellement, encore une fois, créatif, mais c'est tellement savoir le mettre en valeur. Tous ces moments, notamment lors de sa première vraie chanson, la première vraie performance d'Elvis du film, qui est ça n'a aucun sens de savoir faire ça. Ça n'a aucun sens. Les moments où il vient le filmer proche, quand il vient juste capter lui et son micro, il vient capter son bras, ses jambes, il vient capter vraiment des détails, sa guitare, des trucs, et en même temps, des fois, il le prend avec son public, il est filmé de toutes les manières possibles, et tout est utilisé parfaitement au bon moment, et c'est tellement beau, tellement créatif, tellement intense. C'est une expérience tellement intense, Elvis.
ce film me met en transe, il me met dans un état de bonheur, de contemplation, de juste, mais c'est tout ce que j'attendais du cinéma en fait. C'est une utilisation hyper intelligente, hyper efficace et même parfaite pour moi de la musique, des sons, des sonorités, des voix, enfin le taf sonore, le montage sonore est complètement dingue. Visuellement, c'est que des idées de ouf, la manière dont apparaissent les titres, la manière dont ils passent d'un endroit à un autre, souvent en utilisant la 3D ou des petits effets spéciaux ou des fonds verts. Hein. Il a une patte visuelle, Baz Luhrmann, qui est hyper marquée et qui peut déplaire, notamment dans Gatsby le Magnifique. Hein. Il y a beaucoup de moments, même dans la ville, où c'est du fond vert, où c'est des faux trucs et tout, mais ça rajoute un côté hyper bling bling, hyper bizarre et passionnant à son cinéma. C'est complètement ouf. Baz Luhrmann est complètement ouf. Baz Luhrmann est complètement timbré. Je suis désolé, mais pour faire un truc comme ça, il faut être complètement timbré. Pour faire un truc comme ça, pour vouloir faire un truc comme ça, et pour le réussir à ce point, il faut être complètement timbré. Il faut être complètement. Mais c'est ouf. C'est ouf. Ça me bouscule. Ça me vient me chercher chez moi des endroits que je pouvais même pas imaginer. Et ça vient me dire, mais regarde comme je le fais bien. Et moi, je suis juste en mode, mais oui, c'est parfait. Tout me plaît dans ce film. Je sais que aussi le film me plaît énormément émotionnellement, tellement il y a plein de moments où j'ai envie de chialer d'à quel point ça peut être triste, et même de chialer à des moments où ça peut juste être genre tellement intense. Il y a des séquences de chants d'Elvis interprétés par un Austin Butler en furie qui sont juste en mode genre c'est tellement d'images, tellement bien géré, tout est tellement parfait et tellement vif et tellement en mode ah là là, ça nous en balance plein la tronche que juste je suis là et juste j'ai envie de chialer de genre what, mais genre chialer juste en réaction physique, vous voyez, de juste what the fuck quoi, genre c'est complètement ouf. Elvis, c'est complètement ouf, tout est absolument génial. Je prends un plaisir ouf à regarder le film encore et encore. J'ai déjà envie de le regarder, à chaque fois que je le vois j'ai envie de le re-regarder. Je suis complètement fan, j'espère que Austin Butler va gagner l'Oscar, j'espère que le film va bien performer aux Oscars. C'est ouf, je suis trop heureux, je suis trop fan de Baz Luhrmann, je suis trop content que ce film existe. C'est mon film préféré de l'année et c'est entièrement mérité. Bref, Elvis, j'en parlerai jamais assez, peut-être que je le reverrai dans quelques mois et que j'aurai envie d'en faire une vidéo dédiée. En tout cas, c'est pour moi mon expérience préférée au cinéma en 2022. Waouh. Voilà, le top 10 est terminé. Maintenant, je vais vous parler juste rapidement de films que j'ai kiffé cette année. Quelques films que j'ai beaucoup aimé cette année. Je pense à Licorice Pizza, voilà, que j'ai adoré. Flea, qui était complètement magnifique, et une proposition de film d'animation assez rare dans son genre. Le Chef, qui est un vrai plan séquence unique, donc sans coupure, un vrai de vrai, dans une cuisine qui est une expérience horrible en fait. C'est magnifique, c'est horrible, c'est trop bien. Je pense à quoi d'autre? Je pense à The Batman. En fait, je sais pas si... Enfin, c'était une de mes plus grosses attentes, c'était peut-être même ma plus grosse attente de 2022. Et en fait, c'est pas la claque que j'attendais, clairement pas, loin de là, mais c'était quand même vachement intéressant, surtout dans le paysage des films de super-héros de ces dernières années. Ça a fait du bien de Batman, mais ça aurait pu être facilement beaucoup mieux, je trouve. À plein temps, qui a été des rares fois où j'ai failli quitter la séance tellement j'étais mal. C'est un film d'une intensité moi, qui m'a angoissé, mais c'est pas un film d'horreur du tout, hein. C'est vraiment un film français, un petit drame français quoi, mais qui m'a mis dans un état horrible. Mais parce que c'est génial. Dans les tops de l'année, il y a aussi Sonic 2. Je rigole, c'était vraiment nul ça. Ah ouais, Sonic 2, c'était vraiment nul. Peut-être parce que j'avais pas vu le 1. Mais en tout cas, c'était vraiment bien naze. Armageddon Time, très touchant Armageddon Time. James Gray, de toute façon, petite valeur sûre. Et là, sur un film hyper personnel, donc hyper intéressant. Coupé, je m'y attendais pas. J'ai pas vu l'original, mais beaucoup de rire, beaucoup de rire. Decision to Live, maîtrise de la mise en scène constante du début à la fin, c'est complètement ouf. Nope aussi, que j'ai surkiffé au moment de la séance, mais qui m'est pas beaucoup resté dans le temps. Qui m'a pas énormément marqué, mais qui était vraiment parfaitement réussi, hein. Je pense pas qu'on pouvait en attendre plus de Jordan Peele sur un film comme ça. Nope, c'est génial. Everything Everywhere All at Once, bien sûr. Je l'ai pas mis dans mon top parce que y a en fait, avec le temps, il y a plusieurs trucs dans le film qui cassent un peu ma hype. Mais si vous aimez les films de super-héros, notamment les derniers Marvel avec le multivers,
Si vous aimez ça, et ça ne s'est jamais aussi bien fait que dans Everything Everywhere All At Once. Et si vous aimez les drames familiales, les relations mère-fille compliquées, tout ça hyper poussé, hyper développé, Everything Everywhere All At Once. C'est les deux en même temps. Chronique d'une liaison passagère. Magnifique manière de parler de certaines relations. Moon Age Daydream. Superbe accent. Pareil, comme Elvis, je connaissais pas du tout David Bowie. Enfin, je connaissais évidemment de réputation, quoi, mais c'est pas du tout quelqu'un que j'écoute. Je connaissais pas sa vie. Et là, c'est un film qui est un montage en fait avec plein d'archives de David Bowie. Donc c'est presque un documentaire, mais c'est un truc hyper tripant, hyper beau, hyper intense. Et ça m'a fait pas mal aimer David Bowie. X, qui était une proposition de film d'horreur imparfaite, mais qui faisait du bien, qui est un bel hommage aux films d'horreur des années 70, les slashers, Massacre à la tronçonneuse, tout ça. Massacre à la tronçonneuse qui est d'ailleurs le meilleur film d'horreur jamais fait. Je pense aussi à Les Miens de Roger Dizem, qui m'a fait chialer comme pas possible, qui était un traitement des personnages hyper intelligent. La Conspiration du Caire, qui était aussi vraiment génial et très réussi. Je vois qu'il me reste plus beaucoup de temps d'enregistrement, donc je vais essayer de faire vite. On va passer aux 5 films de 2022 que j'ai découvert en 2022, qui sont pas du tout sortis en 2022, mais qui m'ont le plus plu, qui m'ont le plus marqué, comme je l'avais fait du coup dans ma vidéo top 2020. Bref, c'est parti. Alors déjà rapidement, petite mention spéciale à la trilogie de Clapiche qui m'ont tué, vraiment ça m'a achevé, parce que du coup après encore évidemment je me suis penché sur la filmo de Clapiche, et ces 3 films là, cette trilogie, ça m'a complètement eu, ça m'a fait tomber amoureux de Romain Duris et de tout ce qui est raconté au travers de ces films. Bref, à la 5e place, Manchester by the Sea. That's just I don't know anything about this. So you're just gonna disappear? J'ai rarement vu un film aussi déprimant. Je vais rien dire sur l'histoire, juste en gros c'est un personnage qui revient un peu pour une raison que je ne vous dirai pas, à son lieu de naissance natale, là où il y a toute sa famille, toute sa vie d'avant, quoi, qu'il avait un peu laissé de côté, quoi. Et c'est d'une déprimance, ça veut rien dire, mais qui est d'une déprimance, mais à te tuer, et en même temps c'est assez plein d'espoir, et c'est magnifiquement bien interprété par Casey Affleck. Il est à nous déchirer le cœur d'une manière qui est horrible. Vraiment, Manchester by the Sea, c'était très très fort, j'ai surkiffé. À la 4e place, je vous ai dit, on passe assez vite sur ces films là, parce que j'ai plus de temps, bref. Mektoub My Love. Mektoub My Love, rapidement, ça raconte l'histoire d'un jeune qui était parti qui a genre 20-25 ans, qui était parti faire des études de photo à Paris et qui revient l'été dans sa ville natale. Voilà, c'est tout. Et c'est juste ça, c'est juste son été, c'est juste les relations, c'est juste la vie. Alors attention, Mektoub My Love Canto Uno, parce que le 2, ce qui est Mektoub My Love Intermezzo, je crois, qui apparemment est affreux. Que j'ai pas du tout envie de voir et qui est affreux, mais genre pas juste mauvais film, qui est affreux même dans le traitement des acteurs, tout ça, surtout des actrices, parce que c'est réalisé d'ailleurs les deux par Keshish, qui est celui qui avait fait La Vie d'Adèle, que j'ai pas vu, mais Keshish il a pas une très bonne réputation vis-à-vis de ses actrices, et d'ailleurs ça se ressent là dans le film dont je vous parle, Mektoub My Love Canto Uno, parce que c'est il y a une manière, voilà, de un plan sur deux de filmer des culs, de filmer des seins de filles, évidemment, à chaque fois pas de garçon, ça ne l'intéresse pas. En plus d'être malsain, c'est hyper dérangeant, c'est pas du tout agréable en fait, c'est vraiment chelou, enfin c'est bizarre, tu es bizarre Keshish. Mais au-delà de ça, c'est une manière de filmer les gens, les relations comme je l'avais jamais vu. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'il y a plein de moments où les acteurs bafouillent ou se parlent par-dessus alors que c'est pas censé être prévu, vous voyez, mais il y a plein de moments qui sont en fait un peu entre guillemets normalement des erreurs de tournage, mais qui là il choisit de garder, et du coup ça donne un réalisme assez ouf au film, et ça tout le long en fait, et j'ai rarement vu un truc aussi réaliste, mais genre en mode limite documentaire, quoi. Et encore documentaire, il y a dans un documentaire il y a la place de la caméra et tout, là c'est vraiment, vu que c'est des acteurs et des actrices, il y a un côté où vraiment juste c'est une vie qu'on pourrait regarder en fait, c'est vraiment nos vacances en famille et tout, enfin ça m'a complètement impressionné, j'ai trouvé ça assez ouf, et j'ai dit beaucoup de fois le mot ouf d'ailleurs. Très rapidement du coup, à la 3e place, il y a un cinéaste de la nouvelle vague
que j'ai découvert cette année, c'est Éric Rohmer. Et j'ai regardé, je crois, 5 films de lui. Le Rayon Vert, La Collectionneuse, Ma Nuit chez Maud, L'amour l'après-midi. Et celui qui est à la 3e position de mes meilleures découvertes de 2022 qui sont pas sorties en 2022, c'est Conte d'été. Tu es comme tous les mecs, tu ne vois pas plus loin que ta petite vanité, tu ne prends pas de risques. Il suffit qu'une faux folle te tombe dessus pour que tu te prennes pour le roi des tombeurs. Je me demande vraiment ce que je fais avec toi. Je trouve vraiment dommage que 99 fois sur 100, quand un garçon parle à une fille, faut toujours qu'il ait une idée derrière la tête. Conte d'été, très rapidement, ça raconte l'histoire de, je sais plus comment il s'appelle, de Gaspard qui arrive dans un endroit l'été avec un endroit où sa petite amie est censée le rejoindre, et en fait sa petite amie a du retard de plusieurs jours, de même beaucoup trop de jours, et en fait du coup il va rencontrer 2 autres filles quoi, et du coup il va se retrouver au cœur de 3 relations, et ce qui est super fort c'est que c'est pas du tout un truc qui pourrait être assez sexiste, un truc de voilà un mec, des 3 filles qu'il kiffe et tout, non c'est hyper intelligent parce que le personnage principal est constamment remis en question, notamment par une des 3 filles. Enfin, c'est hyper intelligent, c'est pas du tout positif ou quoi, la situation du personnage. Au niveau des dialogues, au niveau de la description des sentiments, des relations, qui est mais complètement ouf, ça m'a complètement parlé, j'ai encore dit ouf, punaise. C'est d'un réalisme ahurissant, et là, parce que je me suis pas mal reconnu dans le personnage principal, ça m'a énormément touché, et ça m'a fait mal aussi à quelques moments. C'était vraiment là je retrouve un peu ce que j'aime énormément chez Malik, donc un truc hyper même si c'est pas du tout le même genre de cinéma, hein, mais dans cette manière de traiter des personnages et les relations qui moi me touche énormément et me stimule énormément, et là Conte d'été c'était vraiment ça m'a pas mal bouleversé. J'ai trouvé ça réussi sur tous les points, en plus je trouve ça magnifique, il laisse énormément de place juste au dialogue, au regard, juste un plan fixe, et juste des gens qui parlent, qui se regardent, qui s'effleurent et tout, et juste c'est sublime, c'est une manière super belle de parler des relations, et en même temps super réaliste, super cru et assez dur, parce que les relations ça peut vite être le bordel, ça peut vite blesser des gens, ça peut vite être la merde quoi. Donc voilà, Conte d'été c'était absolument génial, et même toute la filmographie de ce que j'ai pu voir en tout cas d'Éric Rohmer, complètement génial. À la 2e place des meilleurs films de cette année que j'ai découvert, qui sont pas sortis en 2022, un film d'horreur qui n'est pas trop un film d'horreur, qui est juste un film d'horreur de par la conséquence de ce qu'il est, mais c'est pas un film qui a volonté de faire peur, c'est Morse. Vil du bli ihop med mig? Morse, ça raconte l'histoire de un jeune, je crois que c'est en Suède ou en Norvège, je suis désolé, c'est dans cette zone-là. Et c'est un jeune qui est genre au collège, et en fait il se fait un peu harceler, il a pas beaucoup d'amis, c'est pas cool l'école pour lui, c'est pas cool la vie pour lui, sa situation familiale aussi est pas top, et il rencontre une fille qui est nouvelle dans l'immeuble où il habite, et en fait cette fille est un vampire. Et j'ai jamais vu un film d'horreur comme ça, littéralement. Parce que c'est en même temps un peu horrifique, parce que c'est quand même des vampires, mais genre, si vous n'aimez pas l'horreur, vous pouvez regarder le film. Il y a juste quelques moments qui peuvent un petit peu vous déranger, mais ça va pas être des jumpscares, ça va pas être un truc flippant, c'est juste que il peut y avoir du coup un petit peu de sang, des trucs un petit peu, voilà, de vampires quoi, mais pas de trucs qui sont là pour vous faire peur. C'est juste que vu que ça parle de vampires, forcément, le réalisateur, il choisit de montrer ce que ce serait la réalité, et pas ni d'aller d'un côté du prisme et de cacher ça, ou de l'autre côté et de faire flipper avec. Non, il est dans le juste milieu, il est juste, voilà, je vous montre des vampires, je vous parle de vampires, je vous montre sincèrement. Et c'est d'une intelligence de cette relation entre les deux, c'est complètement ouf, c'est tellement touchant, c'est tellement sublime, c'est tellement poétique. C'est des enfants en marge de ce monde qui se retrouvent et qui... Non, ça m'a énormément marqué ce film, ça m'a laissé pas mal sans voix, juste de waouh, ok, ça peut exister un cinéma comme ça. En fait, c'est la meilleure manière d'utiliser l'horreur, là, c'est vraiment utiliser l'horreur pour dépeindre une réalité qui peut être assez dure pour certains et certaines. Enfin, c'est oufissime. C'est oufissime, Morse. Je le recommande à tout le monde. Si vous n'aimez pas l'horreur, c'est un bon moyen d'essayer de se plonger dans cet univers parce que c'est abordable. Et puis les moments qui sont un peu, peut-être un petit peu durs à regarder, mais sans étant horrible, hein, le film est pas du tout horrible là-dessus. Juste, vous pouvez fermer les yeux, détourner le regard, etc. Mais juste l'histoire
Et de ces deux personnages, c'est un truc hyper unique. Il me reste 6 minutes d'enregistrement, il faut que je fasse vite. On passe à la première position, le film que j'ai préféré découvrir en 2022. On perd pas de temps. Le titre en français, c'est 500 jours ensemble, et en anglais, c'est 500 Days of Summer. So get over her. I don't want to get over her. I want to get her back. C'est de loin la meilleure comédie romantique que j'ai pu voir en 2022, tout film confondu. C'est directement une de mes comédies romantiques préférées et c'est un film qui m'a cassé la gueule sur plusieurs jours. J'étais tellement déprimé après ce film, j'étais tellement mal. Pourtant c'est pas si triste. L'histoire en gros c'est juste un mec qui vit dans une boîte qui fait des petites cartes de vœux. Il kiffe son métier quoi, c'est vraiment ce qu'il voulait faire et tout. Puis il y a une nouvelle qui arrive et puis il tombe un petit peu amoureux quoi, et voilà. Et on les suit sur 500 jours. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que ces 500 jours ne sont pas dans l'ordre. Et du coup, il y a des moments, on voit des moments hyper heureux du début, puis on passe à des moments hyper tristes de la fin, et puis on repasse à des moments heureux, du coup on est chamboulé, et c'est pas genre juste on pioche à tel endroit, tout ça. Non, tout a du sens, tout est hyper bien construit, le film est hyper bien raconté. Bref, c'est sublime, c'est hyper touchant, je suis absolument fan de Joseph Gordon-Levitt, tout ce qu'il fait en fait me plaît de ouf, il m'a tué le cœur, c'est un niveau d'émotion que j'ai rarement ressenti, je l'ai vu plusieurs fois, c'est vraiment, ça m'a pris au trip comme rarement ça m'a pris au trip, et la fin m'a tué je vous dis pas si ça m'a tué de bonheur ou de joie, ou c'est ce qui est la même chose d'ailleurs, un bonheur et joie généralement, mais je vous dis pas si ça m'a tué de bonheur ou de tristesse ou de quoi que ce soit, juste la fin ça m'a, vraiment c'était mon film préféré de 2022 hors film sorti en 2022. Bref, ce film c'était un moment extrêmement rare et qui m'a fait ressentir des choses comme je rêve que tous les films me fassent ressentir en fait. C'est le film, je pense, en 2022 qui m'a fait vivre le plus d'émotions avec le top 1 de mon 10 films de 2022 quoi. Je pense que c'est je pense que je dis pas le nom au cas où il y en a qui sont là sans avoir vu déjà le top 10, ce qui serait un peu bizarre. Ces deux films là, c'est mes deux expériences les plus émotives de 2022. Bref, voilà, on est à la fin de la vidéo. C'était long, 2 heures d'enregistrement, je crois que j'ai jamais fait une vidéo aussi longue. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé une bonne année de cinéma, une bonne année tout court. Je vous souhaite tout le meilleur pour 2023. J'espère que ce sera une aussi grosse année de cinéma aussi. Je vais essayer de refaire un petit peu plus de vidéos régulièrement parce que vraiment ça me fait trop kiffer et juste ça me prend du temps et tout, donc c'est dur de garder un rythme, mais vraiment je kiffe. Merci d'avoir regardé jusque là. Si vous avez regardé jusque là, dites-moi quels sont vos films préférés de 2022, dites-moi quelles sont vos meilleures découvertes de 2022, dites-moi quels sont les films que vous avez pas aimés en 2022 aussi. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est super cool, c'est ça qui me soutient. N'hésitez pas à commenter aussi, ça aussi qui me pousse à continuer de faire des vidéos et tout, c'est le boost maximal, un petit like, un petit abonnement, bref, le blabla habituel de YouTube, mais c'est vraiment super important. Merci d'être là, merci de continuer à être là, encore aujourd'hui, presque 2 ans et demi après la création de la chaîne, c'est génial, merci pour tout, et sur ce, bonne année 2023.